Nous sommes dimanche 17 mai 2015. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la rétrospective des faits marquants de la semaine qui s'achève. Politique pour commencer, élection présidentielle du 11 octobre 2015 en Guinée. Il faudra compter parmi les candidats Moussa Dadis Camara, l'ancien chef des putschistes de 2008 en Guinée. Il a annoncé officiellement sa candidature lundi depuis le Burkina Faso où il est exilé il y a maintenant 5 ans. Dadis Camara se présentera avec le parti FPDD, entendu Force patriotique pour la démocratie et le développement. Il se fixe déjà comme objectif mettre un terme aux souffrances des Guinéens. Reportage signé Abdrahman. Investi à la tête du parti Force patriotique pour la démocratie et le développement le 4 mai dernier, Moussa Dadis Camara a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a organisée lundi dans son pays d'exil, le Burkina Faso. Moussa Dadis Camara a rappelé ses collègues qui l'ont investi à la tête du parti que sa mission est la conquête de Sékou Touré lors des prochaines échéances présidentielles. Il est besoin de rappeler ici l'objectif principal de notre mission commune, c'est la conquête par la démocratie à la magistrature suprême en Guinée, afin d'apporter aux Guinéens, d'où qu'ils se trouvent, le bien-être social. L'ancien chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée entend ainsi changer les conditions de vie des Guinéens qu'il trouve misérables. Les souffrances des Guinéens n'ont que trop duré et il est temps d'aller affronter par tous les moyens légaux les obstacles qui assaillent sans cesse le quotidien des populations martyres de notre chère Guinée. Son retour au pays pour mener ses activités politiques comme la mobilisation de ses militants et sympathisants n'est qu'une question de temps. Et il estime que le président de la République ne va pas l'empêcher de rentrer dans son pays natal. Les raisons sont les suivantes. Parce qu'il est démocrate. Je pense qu'il est démocrate et il l'est. Parce qu'il a eu le pouvoir pas au cours des élections présidentielles passées de 2010. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une interdiction pour ma rentrée dans mon pays natal, à ce que je cherche. Cette ambition de Moussa Dadis Camara risque de se heurter au fameux dossier du massacre du 28 septembre 2009 dont il doit être entendu devant les tribunaux du pays. Malgré tout, l'homme garde certaines côtes à Conakry. Nous le souhaitons bonne arrivée dans sa terre natale. Nous pensons déjà que M. Dadis Camara a fait ses preuves. Parce qu'à un moment, il était à la tête de l'État guinéen. Il a une très bonne volonté de bien faire. Nous avons su ça en lui. Et nous pensons que s'il est candidat, nous allons le soutenir. Corps en âme. Je suis d'accord des retours de Dadis. Parce que s'il vient, c'est pas mal, il est guinéen comme tout le monde. C'est pas empêcher encore s'il vient. Le pouvoir, il y a des gens qui disent s'il vient, il va empêcher le pouvoir, mais moi je n'ai pas confiance. Il est guinéen comme tout le monde. Politique toujours, l'impact politique est loin de voir son dénouement. Les délégations spéciales se mêlent aussi à la danse, à l'image de la classe politique. Elles sont aussi divisées, notamment sur certaines revendications de l'opposition. À Yekedou, certains maires de communes rurales haussent le ton. Ils parlent de violation de la constitution, du code électoral et même du code des collectivités par le pouvoir. Mpaligi Labogui signe ce reportage. Depuis quelques mois, les délégations spéciales perturbent le sommet de l'opposition guinéenne. À l'image de la classe politique, les délégations spéciales à la base s'entre-déchirent à propos des termes illégalité et illégitimité de ces délégations, souvent employés par certains leaders de l'opposition. Le maire de la commune rurale de Fangamadou, dans la préfecture de Guékédou, au cours d'une rencontre avec le ministre du Commerce, a osé remuer le couteau dans la plaie. Il a dénoncé vigoureusement la violation de l'article 98 du Code électoral par le pouvoir. L'article 135 de la Constitution dit que les districts et les quartiers relèvent de la loi. Et la loi met ces districts et quartiers sous l'autorité de la commune. Et mais chez moi, par exemple, ils ont dit cela a été violé. L'article 98 du Code électoral dit que les conseils doivent être élus. Les quartiers et les communes sont dirigés par des conseils élus. Mais là-bas, ce n'est pas les conseils élus, c'est les conseils nommés. Soriba Kamano pousse les pions.
Il dit avoir été victime de coups de force constitutionnels au niveau de sa juridiction. Le maire de Fangamadou fustige aussi ce qu'il appelle la violation en répétition du code des collectivités par l'autorité locale. Le code, s'il a été violé, c'est l'autorité qui était là-bas qui a violé ça. Parce que moi, à un moment donné, on m'avait suspendu. Et quand on m'a suspendu, on a mis sur pied des délégations spéciales. Ces délégations spéciales sont restées jusqu'à présent. On a tout fait, on a rétabli le maire, on a rétabli le conseil, mais les délégations spéciales sont restées au niveau de ces villages, de ces districts, ce qui fait notre difficulté actuellement. Ces propos sont réfutés en bloc par le maire de la commune rurale de Temesadou Djigbo. Dire que nous n'avons pas été élus. Moi, dans ma localité, j'ai été élu. J'ai été élu comme maire, comme à l'époque comme président de la CRD, maintenant comme maire. Je suis un élu du peuple. Je n'ai pas été nommé. Vous reconnaissez que votre mandat est déjà expiré? Le mandat est expiré, effectivement. Je le reconnais. Pour le maire de Fangamadou, le maintien des délégations spéciales est un handicap pour l'administration à la base. Et dans la bonne gouvernance, donc, ça joue. Parce que des fois, ce sont des gens impopulaires, des gens qui ne sont pas la volonté de la population et qui jouent, qui nous fatiguent sur le terrain. Malgré ces clivages, certains maires se sont engagés à accorder un deuxième mandat au président Alpha Condé le 11 octobre prochain. Le parrain de la préfecture de Guékédou, lui, soutient que les résultats des législatives de 2013 prouvent que le parti au pouvoir est majoritaire dans cette préfecture. Je crois que ça, ce n'est pas quelque chose à nier. C'est une situation de fait. Vous l'avez vu et compris qu'après les législatives, les résultats de Guékédou prouvent à suffisance que le RPG Arc-en-Ciel est le parti majoritaire. Et c'est ce qui vient d'être ressorti par l'ensemble des représentants des populations. Ils sont libres de prendre des engagements envers les RPG Arc-en-Ciel. Et je crois que c'est avec beaucoup d'intérêt et avec détermination qu'ils ont donné cet engagement. Guékédou reste un bastion du RPG Arc-en-Ciel, il ne faut pas le nier. Dans ce magazine également, le chronogramme des élections divise toujours la classe politique guinéenne. Pour le maire de la commune rurale de Temesadou Djigbo, la revendication de l'opposition à propos de l'ordre des élections est un faux débat. Il est au micro de Mfali Guilavogui. Tout ce qui se fait, eh bien, ça part de la CENI, des décisions de la CENI. Il n'y a aucun texte, eh bien, qui dit que d'abord par rapport aux élections, que les élections présidentielles doivent avoir lieu après les élections communales. Donc aucun texte ne le prévoit. Donc pour moi, nous sommes dans un pays démocratique. Il faut se référer aux textes. Tout ce qui est prescrit, tout ce qui est dit par les textes, c'est ce que nous devons respecter. À mon avis, c'est ça. L'information, c'est aussi les présumés assassins de Kerno Aliou Diaouné, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, qui sont enfin arrêtés au nombre de 4, un Libérien, un Nigérian, un Sierra-Léonais et un Guinéen. Ces individus interpellés par la police guinéenne ont été présentés en début de semaine au public à la direction centrale de la police judiciaire, mais il nie encore les faits qui leur sont reprochés. Maurice Dibé. Elles sont 4 personnes à être présentées à la presse par la police comme des présumés auteurs de l'assassinat de Kerno Aliou Diaouné, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports. Il s'agit d'un Sierra-Léonais, Noël Kamara, alias Loa, un Nigérian, Alou Ozogoye, alias John, Samuel Djingue, alias Sami, un Libérien, et un Guinéen, Ablaye Djibril Diallo, alias Foulaboy. Lors des enquêtes, donc, Noël Kamara, alias Noa, reconnaît être le chauffeur du groupe chargé de conduire les véhicules braqués jusqu'à Mamou, Ablaye Djibril Diallo et Ousmane, avoir participé au braquage de véhicules Land Cruiser couleur blanche et à l'assassinat de l'ex-ministre Kerno Aliou Diaouné. Selon les enquêtes de la police, Noël Kamara est le chauffeur du taxi ayant suivi le véhicule de Kerno Aliou Diaouné à partir de Kobaya.
Arrivé à Yataya à la T6, la police précise qu'Ablaye Djibril Diallo, alias Foulaboy, a ouvert le feu sur l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Noël a fait une manœuvre qui a conduit le ministre de s'arrêter brusquement. Mike, John et Foulaboy sont descendus du taxi pour s'introduire avec force dans le véhicule de Tcherno Aliou Diaouné. C'est le nommé Ablaye Djibril Diallo, Foulaboy, qui a tiré sur l'ex-ministre Tcherno Aliou Diaouné au niveau de la T6 à Yataya. Ce mardi, ces présumés assassins ont été déférés au tribunal de première instance de Dixine, suivant le PV 146 de la Direction centrale de la police judiciaire. Ils seront poursuivis pour homicide volontaire, association des malfaiteurs et attaque à main armée. Tous arrêtés seront déférés ce jour 12 mai 2015, suivant PV numéro 146 de la Direction centrale de la police judiciaire au tribunal de première instance de Dixine. Devant les journalistes, ces présumés assassins ont rejeté en bloc les faits. Ablaye Djibril Diallo, alias Foulaboy, a reconnu avoir séjourné en prison avant d'être libéré par un papier, dit-il, dans l'assassinat du commissaire Pascal. Le gouvernement guinéen s'active pour le lancement de son projet dénommé Un étudiant, une tablette. Cette initiative présidentielle pour les NTIC appliquée à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique consiste à mettre à la disposition des étudiants des outils permettant d'améliorer l'environnement des études, promouvoir la pédagogie et la formation à distance. La première phase de ce projet, Un étudiant, une tablette, est destinée à plus de 20 000 étudiants issus des institutions d'enseignement supérieur public et privé du pays. Abakar Sidikemane. Un étudiant, une tablette deviendra très bientôt une réalité en République de Guinée. 2 ans après la validation du document de politique et de stratégie de développement de l'enseignement supérieur, le gouvernement guinéen passe à une nouvelle étape qui consiste à mettre à la disposition des étudiants guinéens des outils d'accès au contenu numérique des cours, à des ressources documentaires sur Internet à travers cette initiative présidentielle. Dénommée Sincérie, elle comporte des programmes académiques conçus, numérisés et homologué par l'ENUS. Vous avez là une tablette de label guinéen. Mettre sur le marché guinéen une tablette de label guinéen, je crois que c'est l'un des rares pays africains, il y en a peut-être quelques-uns, qui offre cette perspective. Symboliquement, c'est quelque chose de très fort. Parlant des conditions d'obtention de la tablette Sincérie, un label guinéen, le ministre de l'Enseignement supérieur précise. On n'a pas encore les chiffres réels parce qu'il y a un comité de pilotage qui a été mis en place pour la gestion du projet, pour le management du projet. C'est ce comité de pilotage qui va voir quels sont les prix d'acquisition par le projet des tablettes. Et une fois que ce prix est fixé, nous allons voir par un système de subvention à quel prix vraiment accessible nous pouvons le livrer aux étudiants. Une fois le nombre de 15 000 ou 20 000 étudiants atteint, l'État guinéen envisage la mise en place de l'unité de montage de la tablette à l'Institut supérieur de technologie de Mamou. Au lieu de la monter à l'extérieur, comme le font toutes les grandes marques, nous allons avoir à Mamou une unité de montage avec tout ce que cela implique, vous pouvez l'imaginer. Commencer à inventer de nouveaux outils, de nouveaux supports numériques. Les meilleures applications vont être fixées sur la tablette. L'unité de montage qui sera mise en place sous peu à Mamou servira par la suite de lieu de stage pour les étudiants qui font ingénierie et informatique. Dans ce magazine également, la première session ordinaire 2015 de l'Assemblée du Conseil économique et social s'est tenue mardi à Conakry. Cette institution qui depuis plus d'un an maintenant est sans président a débattu plusieurs questions préoccupantes de la société guinéenne, notamment la situation économique perturbée par l'épidémie d'Ebola, la crise politique pointue dans le pays et les élections présidentielles en vue de proposer des solutions. Manin Koli.
L'ouverture de cette session ordinaire du Conseil économique et social, première de l'année 2015, vient mettre fin aux longues années de suspension des sessions de cette institution à cause du contexte politique qu'elle a traversé après les législatives de 2013. Ce rendez-vous est l'occasion pour les anciens de se retrouver avant la mise en place ou la désignation prochaine des nouveaux membres de l'institution. Au cours de ces plénières qui ont démarré ce mardi, plusieurs thèmes intéressant la vie de la nation sont à l'honneur. On a des thèmes précis, on a des sous-thèmes précis au niveau continental, au niveau sur le climat, au niveau international, sur les enjeux du changement climatique. Et sur le plan national, il y a post-Ebola dont il faut parler. Il y a les élections électorales qui sont là. Donc notre participation a joué dans ce moment précis où nous vivons des moments politiques. Vu le contexte social et politique que traverse le pays, le Conseil économique et social, à travers ses membres, compte jouer sa partition en vue de l'instauration d'un climat de paix en Guinée. Le Conseil économique et social doit réfléchir en toute neutralité sur les tenants et aboutissants de cette crise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous avons réussi ici à mettre nos chaussures de politiciens à la porte. Donc on voit l'intérêt du pays. On doit faire des suggestions, des recommandations objectives, applicables à l'État, dont nous sommes le principal conseiller, au Parlement. L'ouverture de cette session, c'est aussi des éloges de plusieurs membres à l'endroit de l'honorable Michel Kamano, président sortant du CES. Il a géré cette structure de 1997 à 2013, soit depuis sa création. Son élection comme député de la 3e législature laisse le CES dans une transition dont l'intérim est désormais assuré par Joséphine Leno. Autre fait marquant de la semaine, la mise en circulation des billets de 20 000 francs guinéens au centre d'un point de presse lundi à Conakry, animé par le gouverneur de la Banque centrale. Cette rencontre avait pour objectif d'échanger avec les journalistes sur les tenants et les aboutissants de l'émission de ce nouveau billet. Les précisions, c'est dans ce magazine avec Mania Collé. Après la mise en circulation des billets de 10 000 francs en 2007, nous voilà encore avec une nouvelle dénomination supérieure, celle de 20 000 francs guinéens. Une émission pour permettre à la Guinée de respecter les normes internationales monétaires, notamment combler le vide de la séquence 2, encore absente dans la monnaie guinéenne. Il y a dans toutes les monnaies modernes 3 séquences principales. Donc il y a la séquence 1, qui est représentée chez nous aujourd'hui par le billet de 100, le billet de 1000, le billet de 10 000. Il y a la séquence 5 qui est représentée par le billet de 500, le billet de 5000. Mais dans toutes les autres familles de billets, il y a la séquence 2 qui manque chez nous. Il n'y a pas de billet de 200, il n'y a pas de billet de 2000, il n'y a pas de billet de 20 000. Nous avons voulu combler d'abord ce vide-là en introduisant dans notre famille de billets la séquence 2. La mise à disposition de ces billets de 20 000 francs permettront, selon le gouverneur de la Banque centrale, d'assainir la circulation financière dans le pays. Les billets de 20 000 ne seront pas destinés à faire des émissions ex nihilo. Ils s'inséreront intimement dans le cadre d'une des attributions essentielles de la Banque centrale, c'est-à-dire l'assainissement de la circulation fiduciaire. On ne va pas émettre un billet de 20 000 à la place d'un billet de 10 000. L'émission de cette nouvelle coupure, selon le Séninabé, laisse la masse monétaire inchangée. Elle ne présente aucune conséquence sur la circulation des petites coupures. Les petites coupures existent et elles existeront toujours parce que dans notre programme de fabrication de billets, les commandes se font selon une planification qui respecte la structure des dénominations en cours. C'est pourquoi je peux vous dire que non seulement ça existe, mais il n'y aura pas de rupture de stock. Toutes les mesures sécuritaires sont prises pour minimiser la falsification de ce nouveau billet. Si pour l'heure, aucune idée de la quantité de billets de 20 000 francs qui sera émise, il est à retenir que 30 000 billets sont déjà dans nos murs.
Quelle stratégie pour la relève et la relance socio-économique des pays affectés par l'épidémie d'Ebola? La question a revenu depuis le 11 mai dernier à Conakry les pays membres de Mano River Union, à savoir la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Les délégations de ces États, notamment les ministres de l'énergie, de la coopération internationale, la secrétaire générale de l'Union Mano, des techniciens et des partenaires ont planché sur des stratégies de redressement socio-économique post-Ebola. Beno Marsila. C'est une réunion technique sous-régionale et ministérielle sur le programme de relance socio-économique post-Ebola en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Elle est initiée par Mano River Union pour mettre en place des mécanismes financiers et institutionnels pour le redressement social et économique de ces États membres affectés par le virus Ebola. Nos États membres, à l'exception de la Côte d'Ivoire, ont été fortement touchés par les effets néfastes de la crise sanitaire sans précédent. Les conséquences sociales et économiques sont encore mal connues, mais nous devons anticiper et mettre en place la stratégie post-Ebola. La rencontre a permis donc à chaque délégation de présenter ses rapports sur l'épidémie d'Ebola et sa stratégie pour remettre sur pied l'économie de ces pays frappés par les conséquences de cette maladie. La Côte d'Ivoire, qui a exprimé sa solidarité à ses pays frères, a plaidé pour le renforcement des dispositifs de sécurité dans l'espace Mano et la lutte contre l'immigration clandestine qui tue les Africains par milliers. Je voudrais qu'on commence à y penser. Parce que, comme vous le savez, à la recherche de perspectives de vie meilleures, la traversée de la Méditerranée est devenue un véritable drame pour nos populations, pour nos concitoyens qui meurent par milliers. Le ministre guinéen de la coopération internationale se dit prêt à défendre les recommandations issues de cette réunion à la rencontre des partenaires en juillet prochain à New York. Dans la perspective de la tenue de la conférence des bailleurs de fonds, nous espérons vivement pouvoir mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des projets et programmes prioritaires contenus dans le plan stratégique post-Ebola. Le système des Nations Unies s'est aussi engagé à mobiliser les ressources nécessaires jusqu'à l'éradication définitive d'Ebola dans tous les pays affectés. L'espoir est donc permis puisque le Libéria vient d'être déclaré état libre du virus Ebola par l'OMS, mais il reste toujours en alerte tant que la Guinée et la Sierra Leone n'en finissent pas avec la maladie. Santé toujours, les journées de Rhône-Alpes qui ont démarré le 10 mai 2015 ont pris fin cette semaine dans la capitale guinéenne. Le thème des 4 jours d'échange portait sur un focus sur le virus Ebola. Il a été question au cours de ces 4 jours d'échanger autour des expériences vécues entre médecins français et guinéens en vue de perfectionner le système sanitaire du pays. Kernofali Diallo signe ce compte rendu. Ces 6e journées Rhône-Alpes organisées en Guinée ont connu la participation de plusieurs médecins guinéens, africains et européens. En plus du thème principal de cette année qui est focus sur Ebola, plusieurs autres thèmes ont été abordés, notamment les médicaments, la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons des participants donc du Bénin, du Togo, du Burkina, du Mali qui sont venus se joindre à nous pour discuter ensemble des problèmes scientifiques, des problèmes de santé des populations de manière générale. À cela s'ajoute une 60aine de Français qui ont fait le déplacement pour ces journées pour venir avec leurs expériences, se confronter aux expériences de notre pays, des Guinéens, discuter ensemble afin de trouver des voies et moyens pour arriver à un objectif commun qui est la santé de la population de manière générale. Ce congrès des journées Rhône-Alpes a consisté à communiquer et à échanger les expériences vécues dans le domaine médical. Il s'agit d'un congrès d'échange, de communication présenté à la fois par les Guinéens et par les Français de la région Rhône-Alpes. Alors ce genre de rencontre a été créé il y a maintenant, puisque nous sommes aux 6e journée, que c'est tous les 2 ans, par Madame Vanneau. Et ces journées ont pris beaucoup d'importance et encore plus cette année avec le drame d'Ebola. Les participants à ces 6e journées, eux, se disent satisfaits de ces partages qui pourraient les perfectionner dans leurs domaines respectifs. Après cette formation, ce que nous avons appris ici, ça va nous permettre, n'est-ce pas, de faire une prise en charge dans nos structures et un changement de comportement surtout. Bon, non seulement j'ai appris la prise en charge des femmes en grossesse, et aussi j'ai appris encore comment prendre en charge un nouveau-né qui est
détresse respiratoire. Ces rencontres de Rhône-Alpes ont pris fin ce jeudi et les prochaines sessions des 7e journées sont prévues pour 2017. Ebola, on en parle encore dans ce magazine. La ville de Conakry n'a aucun cas d'Ebola jusqu'au 13 mai. L'information a été donnée mercredi par le coordinateur régional de la lutte contre Ebola à la faveur d'une rencontre entre le chef de cabinet du gouvernorat de la ville de Conakry avec les autorités communales de Matam et les chefs de quartier de cette commune de la capitale. Mais la coordination régionale de lutte contre cette maladie exhorte toujours la population au respect des règles hygiéniques et à la vigilance. Maurice Sidibé à Basketa. 24 chefs de quartier de la commune de Matam réunis par la coordination régionale de lutte contre Ebola. Toile de fond, faire le point sur la situation épidémiologique de la ville de Conakry. Dans la commune de Kaloum, nous avons 0 contact. Dans la commune de Dixine, nous avons 0 cas. Dans la commune de Ratoma, nous avons 0 cas. Soit pour la ville de Conakry, au jour d'aujourd'hui, 14 contacts. Je précise que ces contacts ne sont pas des malades. Le rapport sur la situation de l'épidémie dans la commune de Matam révèle qu'aucun cas d'Ebola à ce jour n'a été signalé depuis le 13 avril dernier. Depuis le 13 avril 2015, Matam n'a pas enregistré de nouveaux cas. Confirmé. Nouveau cas 0, décès 0. Ces résultats élogieux ont été atteints grâce aux efforts des autorités communales, des chefs de quartier et de l'UNICEF. La coordination régionale de lutte contre Ebola demande à la population d'observer toujours la vigilance afin de déclarer très vite la fin de l'épidémie dans la capitale. C'est aujourd'hui que nous devons nous lever, resserrer nos ceintures, améliorer la vigilance afin que tous ceux qui viennent d'ailleurs des zones affectées soient signalés. L'atteinte de ces résultats constitue une réelle satisfaction pour le représentant du gouverneur de la ville de Conakry. Au nom de monsieur le gouverneur Soliba Sorel Kamara, je voudrais dire merci. Merci à toutes les populations de Conakry parce qu'avec cette disposition prise pour la lutte, pour éradiquer ce virus maudit Ebola dans notre ville de Conakry, moi, je pense que le gouverneur... Il faut rappeler que cette rencontre est la 3e du genre, après celle du lundi à Kaloum et du mardi à Dixine. Une autre rencontre est prévue jeudi à Ratoma et le vendredi, ce sera le tour de la commune de Matoto. Avant de boucler ce magazine, s'inquérir des réalités de l'état d'avancement des travaux de déblayage des sites du port artisanal de Téménétaï. C'était l'objectif d'une visite mardi du ministre de tutelle Jean-René Camara. Cet espace avait été identifié par des experts marocains lors de la visite du roi Mohamed VI pour la mise en place d'une infrastructure moderne. Bayou Camara. La construction de 2 points de débarquement de la pêche artisanale maritime, le renforcement des capacités de la ressource humaine et la modernisation de la pêche maritime constituent le point nodal du protocole d'accord entre la Guinée et le Maroc lors de la visite du roi Mohamed VI. Pour rendre l'utile à l'agréable, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, Jean-Raymond Camara, s'est rendu ce mardi au port de Téménétaï pour s'enquérir de l'effectivité des travaux de déblayage de ce site. Nous sommes venus s'enquérir de l'effectivité de cet espace. Et donc, vous avez vous-même vu le site, il est complètement déblayé. Et heureusement, nous allions ici la compréhension des populations, les occupants, qui ont volontairement quitté les lieux sans problème parce qu'ils ont tout simplement compris l'objectif. Et une fois ce complexe construit, naturellement, ça va les servir, ça va servir la population de Conakry. Satisfait de cette visite du ministre, Kadette Fofana, présidente des femmes fumeuses de poissons, explique leurs difficultés. L'arrivée du ministre hier pour la construction du port nous a beaucoup plu. La première des choses, on n'a pas de point d'accostage des pirogues. En cette saison pluvieuse, toutes nos pirogues vont se détruire. Les femmes n'ont pas de fumeuse. Si on construit, c'est bon. Au cas contraire, sauf cela, dire et faire, c'est différent. La construction du port de Téménétaï constitue une réelle satisfaction de toutes ces femmes réunies en coopérative à l'intérieur de ce port.
Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de Banjou Camara que nous clôturons ce magazine. À tous, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web www.groupeevasioguinée.info. Bonsoir à tous.